Bonsoir, salam alaikum, Zul Filaouna, marhaba bikoum, on est le 29 juillet 2025 sur Al-Maghribia, marhaba bikoum sur un microscope. On va revenir aujourd'hui avec nos invités à cette loi qui vient d'être donc publiée dans le journal officiel. Il s'agit de la loi sur la mobilisation générale. Publié donc, comme je disais, le texte de loi 2505 sur la mobilisation générale vient structurer pour la première fois l'ensemble des mécanismes par lesquels l'État peut basculer du temps de paix à un état de guerre. Préparée dans le sillage de l'article 99 de la Constitution algérienne, cette loi introduit une approche globale, intégrée et coordonnée, impliquant l'ensemble des institutions civiles et militaires, mais aussi le secteur privé et les citoyens, tous les citoyens algériens. Elle érige un cadre juridique qui dépasse le strict champ militaire et qui repose sur une participation ou anticipation continue, et ce pour garantir que toutes les capacités nationales, humaines, économiques, industrielles, logistiques, soient prêtes à être mobilisées efficacement en cas de danger imminent. Le texte commence par clarifier donc les concepts clés. La mobilisation générale est définie comme donc la définition de la mobilisation générale dans ce texte qui vient d'être publié, comme l'ensemble des mesures à prendre pour garantir une transition optimale entre la paix et la guerre, en plaçant tous les moyens nationaux à disposition de l'effort de guerre. Voilà. Donc, Allah yastar. Nous allons essayer de comprendre ce soir qu'est-ce qui se passe, pourquoi une telle loi. C'est vrai que le contexte, etc., le paysage géopolitique ne satisfait pas. Mais est-ce qu'il y a urgence à ce point? Nous allons poser ces questions à nos invités. Et avec nous, justement, pour en parler, Aïssa Rahmoun, défenseur des droits de l'homme, vice-président de la FIDH. Aïssa Rahmoun, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir, c'est Hussein. Bonsoir aux invités et aux téléspectateurs de Maghribia. Merci pour l'invitation, Hussein. Merci à vous, Aïssa Rahmoun, et je rappelle que vous êtes avocat aussi. Avec nous, mais il n'est pas encore là, Omar Ait Mokhtar, militant politique. Voilà. Aïssa Rahmoun, c'est quoi cette loi? Les Algériens se demandent, se posent la question, et des questions bien sûr, mais nous allons revenir à d'autres questions. Mais d'abord, peut-être, pourquoi une loi sur la mobilisation générale? Je rappelle, cette question s'impose parce que le discours du régime, justement, dit totalement le contraire. C'est que nous sommes en paix, l'Algérie est un pays sécurisé, est un pays stable. Merci Hussein pour la question. Une loi sur la mobilisation générale, ça n'a pas existé qu'en Algérie. Il faut savoir que d'autres pays, dans d'autres contrées, des lois similaires, pas les mêmes mécanismes, mais dans l'esprit. L'esprit avait déjà existé en cas de danger imminent qui guette un État. Ces dangers imminents peuvent être d'ordre agression sur le territoire, atteinte au territoire, mais aussi en cas de légitime défense. Et le cas de légitime défense dans le droit international, il s'explique par cette... Excusez-moi, juste une petite parenthèse. Qui peut parler ou décider du degré de ce danger? Écoutez, il y a deux cas de figure. Il y a deux cas de figure. Quand il s'agit d'un régime démocratique, d'un État de droit, et ça dépend des constitutions, et un État autoritaire. Moi, je pense qu'on est dans le deuxième cas de figure. Pourquoi? Quand on révise la constitution algérienne, effectivement, ce texte de loi 2505 qui s'appuie sur l'article 99 de la Constitution, ce même article, l'article 99 de la Constitution, nous renvoie à l'article 91 et 92 de la Constitution algérienne.
Et dans ce cas de figure, il n'y a pas de consultation populaire, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion sociétale, il n'y a pas de discussion dans la société. La classe politique étant écartée, la société civile étant inexistante, je parle de la société civile indépendante, pas de la société civile du régime. Civile du régime, je l'écris et je le prononce en S-I-V-I-L. Et du coup, donc on est dans une situation aujourd'hui où cette loi, elle est imposée aux Algériens sans débat. Dans le langage institutionnel et dans le langage juridico-politique, ils vont nous dire que c'est adopté, c'était débattu à l'Assemblée nationale. Mais cette Assemblée nationale, qui est vidée de toute substance, de toute souveraineté, de toute légitimité, n'est qu'une boîte d'enregistrement. C'est un vague master, c'est un postier où l'exécutif, les tenants du pouvoir, dépose une loi, ordonne le pouvoir législatif le vote de cette loi et qui passe comme une lettre à la poste. D'ailleurs, j'invite les spécialistes, mais aussi les observateurs, dont je le suis, à nous dire quelle est la loi qui a été rejetée par le Parlement algérien, bien sûr, qui était proposée par l'exécutif. Et à contrario, quelle était la loi, les propositions de loi ou les projets de loi déposés par l'opposition, par la classe politique siégeant à l'Assemblée nationale, qui ont été adoptés par la dite Assemblée nationale. Donc, on est dans un régime, en face d'un régime où il n'y a pas de séparation de pouvoir, où toutes les lois sont dictées, sont élaborées dans les laboratoires d'un régime politique, bien sûr, qui utilise les institutions de façade, entre autres l'Assemblée nationale, et une autre institution de façade pour appliquer ces lois qui est la justice, afin de régner comme potentat contre et malgré la souveraineté populaire. Donc on se retrouve aujourd'hui dans la deuxième séquence que j'ai évoquée, où ces lois ne passent pas par le premier plan qui est un État de droit, un État démocratique, mais bien au contraire, devant des institutions et un État, un gouvernement ou un pouvoir autoritaire qui dicte ses lois malgré et contre la société. C'est une loi, en fin de compte, qui vise à dominer la population encore davantage, en lui injectant cette substance issue de la volonté populaire à travers l'Assemblée nationale, mais c'est de la poudre aux yeux. Il s'agit de dominer davantage la société civile. Merci, Rahmoul. Je vous lis un commentaire sur les réseaux sociaux, Rahmoul. Une législation qui sème la confusion chez les Algériens, sème l'anxiété, la peur, la tension au sein de la population et suscite des inquiétudes. L'aspect le plus dangereux de ces lois est leur caractère répressif et punitif, qui impose de nouvelles restrictions à la vie politique et confisque les droits. Tout à fait, Hussein. Et là, il faut remonter justement à l'ADN, du régime politique algérien. Et ça depuis l'indépendance. Mais cet ADN, il y a un croisement entre les années 60-70 et les années 90. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les années 60-70, c'était le parti unique, où c'était une dictature déclarée, effectivement. Et durant les années 80, il y avait ce sursaut démocratique, cette revendication de la société à vivre dans la pluralité politique, dans toutes les pluralités qui puissent exister. L'événement de 88 a vu jaillir justement
cette volonté par l'adoption de lois d'ouverture. Et le 8 octobre 88 est là comme témoin. Très vite en 91, souvenez-vous, avec l'arrêt du processus démocratique ou l'arrêt du processus électoral, la parenthèse a été fermée et au lendemain justement de la fermeture de cette parenthèse, on a vu la loi sur la loi d'exception sur l'état d'urgence. Et depuis 90, les années 90, c'est-à-dire que le régime a adopté ce comportement structurel, ce comportement institutionnel qui vise à mettre l'État, ses institutions, la société politique représentée par les partis politiques, la société civile qui exerce le droit à l'acte citoyen, partant des syndicats jusqu'à la petite association de quartier ou des comités de village, avec les organisations corporatistes telles que les barreaux, les ordres de médecins, enfin tout ce qui fait une vie civique dans un pays, dans un état de droit qui respire, qui vit, là où il y a une ambiance. Et avec l'état d'urgence, justement, en 91, 92, on a mis tout ce mouvement citoyen, tout ce mouvement civique dans une situation d'exception, avec des lois scélérates, avec un arsenal juridique qui met les droits, l'exercice des droits fondamentaux, l'exercice des droits, tout simplement, des droits humains, sous la chapelle ou sous la bannière, sous la tanière de la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, on retrouve, c'est un parallèle que je vous fais, hein, au lendemain du Hirak de 2019, plusieurs lois, on a vu un processus législatif en Algérie, bien sûr à travers les mêmes institutions qui sont l'Assemblée nationale et exécuté par le pouvoir judiciaire, l'autorité judiciaire sans aucun contrôle qui se respecte, des lois qui sont présentées telles que l'exercice de l'activité syndicale, l'audiovisuel, souvenez-vous de l'article 87 bis du Code pénal. Souvenez-vous des lois aussi qui condamnent la solidarité, de ces institutions qui se mettent en place, ces organismes qui se mettent en place, de la société civile qui soutiennent beaucoup plus la logique du régime en place, et on arrive au code de procédure civile, pénale, pardon, très important pour l'exercice du droit à la défense, et on termine, la boucle est bouclée par la loi sur la mobilisation générale. Alors, quand on visite cette loi justement, à partir de la loi de l'article 21 jusqu'à l'article 63-64, j'ai visité le texte en question 25-05 comme ça, en largeur et en longueur, on retrouve un transfert de l'exercice citoyen de la politique, de la citoyenneté, des institutions civiles aux institutions militaires. Et là, le régime, il assume pleinement sa qualité de régime militaire sous le prétexte fallacieux qu'il y a danger sur mais pourquoi, justement, le régime s'inflige cette image, du moins, à l'international? Quel message envoie l'Algérie à travers, justement, la publication de telles lois? Sachant bien sûr que je vous lis par exemple là un extrait d'un commentaire. Ce projet, désormais loi, confirme les mises en garde formulées depuis plusieurs années par de nombreux observateurs internationaux et chancelleries, comme quoi l'Algérie, loin d'être un facteur de stabilité, s'enfonce dans une stratégie d'affrontement permanent. Assalamu. Écoute, c'est Hussein, actuellement, avec les foyers de tension qui existent dans le monde, la montée de l'extrême droite, la montée de l'administration Trump, l'autoritarisme et les agressions répétées continues
d'Israël soit contre, et là il faut citer le génocide à Gaza et en Cisjordanie, l'apartheid en Cisjordanie, les agressions contre le sud du Liban, le sud de la Syrie, contre l'Iran et le Yémen, et la politique tatbir des États à l'occasion des accords d'Abraham font peur, sûrement aux régimes qui ne sont pas, et notamment le nôtre. Et là, sur ce passage, justement, il faut dire, parce qu'il faut être très objectif sur certaines questions, que la normalisation des relations avec l'État d'Israël est condamnable. Et l'Algérie, l'une des prouesses diplomatiques de l'Algérie reste justement cette attitude à ne pas normaliser ses relations avec Israël sans des conditions réelles de la création. C'est pas une création, elle existe. La Palestine existait avant le Kilimanjaro. Et probablement l'Algérie va payer le prix de cette politique occidentale du double standard. En face de ça aussi, nous avons un voisinage qui est très hostile à l'Algérie. Mais en entendant le discours du chef de l'État à l'occasion de sa dernière sortie, il vient réconforter les Algériens pour dire qu'il n'y a aucun péril dans la demeure et sur la demeure. Il n'y a aucun danger sur le territoire, sur les frontières, sur la souveraineté de l'État. Justement, permettez-moi aussi. Oui, permettez-moi de terminer. Justement, pour terminer, un tel texte 2505, il faut identifier déjà qui est le pays hostile à l'Algérie. Quel est cet État qui veut du mal à l'Algérie, qui veut entamer une guerre, porter atteinte à l'intégrité territoriale du pays. Et la question, elle reste, ça reste une question que aujourd'hui le chef de l'État n'a pas répondu à cette question. Merci, Aïssa Rahmoula. Restez avec nous. Nous sommes rejoints par Omar Ait Mokhtar. Omar Ait Mokhtar, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir, M. Rahmoun, et à tous les auditeurs de Maghrébia. Merci. Omar Ait Mokhtar, nous allons écouter M. Abdelmajid Tebboune justement dans cette vidéo. سيد الرئيس، نفوتوا من الملفات الداخليه نروحوا للملفات الدوليه. لو سمحت، عندي سؤال حول الوضع القائم في المنطقه. المحيط الجزائر السيد الرئيس ملتهب. الانسداد السياسي والامني في ليبيا، عندنا في مالي الارهاب، يعني il gagne du terrain. On revient pratiquement à la situation d'avant 2015. كيف الجزائر تتعامل مع هذا المحيط الكريزوجين، يعني en crise? Crisogène pour ceux qui font de la géopolitique, mais pour le citoyen algérien, où est la crise? Enfin, il y a la menace. Où est la menace? La Libye, elle est comme ça depuis 2011. Est-ce qu'elle constitue une menace pour l'Algérie ou la Réunion? Puis le pays du Sahel, il y a toujours eu du terrorisme. Oui. C'est pas d'aujourd'hui. كان يقول لك الجزائر معزولة، مش معزولة. Mais justement par rapport احنا طلبوا منا نعاونوهم، ما طلبوش نعاونوهم. احنا حدودنا محمية، ما فيش مشكل. aucun problème. On ne sent pas du tout la crise d'encerclement. Omar Ait Mokhtar, voilà, c'est le président Tebboune qui le dit. Nous n'avons aucun problème, nous sommes sécurisés, les frontières sécurisées. Alors les Algériens se posent la question à Omar Ait Mokhtar, et c'est logique, pourquoi une loi de mobilisation générale? En ce moment, c'est dire aux gens que nous sommes en état de guerre. C'est avertir les gens que nous sommes en état de guerre. Évidemment, qui menace l'Algérie? La première menace de l'Algérie, c'est Tebboune lui-même, c'est son pouvoir à lui. Bien évidemment, on n'a plus d'amis. Et quand on a un ami, on pratique la corruption. Comme les Italiens, on les a corrompus avec
le gaz à prix référentiel sur une longue durée. L'Italie ne le ferait jamais. L'Italie deviendra un pays revendeur de gaz, comme si le gaz de Hassi Rmel est à Rome ou à Milan. Donc, l'Algérie, le pouvoir de Tebboune se prépare enfin l'opinion, parce qu'il n'a aucune légitimité. D'abord, il ne faut pas l'appeler président, c'est un chef d'État. D'ailleurs, la dernière élection présidentielle, on n'a même pas les résultats, parce que la plainte a été déposée par Tebboune et c'est de Lapin, de la FFS et de l'islamiste. Donc, Tebboune est en train d'amuser la galerie. À chaque fois, il est en mouvement, il va à l'étranger, reçoit machin, à tout va, à coup de cadeau. Ça ne va pas, d'ailleurs, pour bien l'expliquer. Oui, mais pourquoi, dans ce cas, pourquoi ériger justement cette menace à chaque fois? Je vais vous lire un extrait d'un commentaire d'un Algérien, justement, qui nous regarde. En érigeant la menace et la guerre en doctrine de gouvernance, le régime de Tebboune accrédite l'image d'un État belliqueux enfermé dans une paranoïa géopolitique et obsédé par la logique du péril. Voilà, donc il a tout à fait raison. C'est-à-dire, il faut à peu près occuper les gens, créer l'opinion, dire parfois ça ne va pas à l'étranger, parfois tu le vois tous les jours faire quelque chose. Tous les jours que Dieu fait, le matin il distribue les cadeaux aux bacheliers, le soir il reçoit le Liban, le demain il va aller dans le sud. Tous les jours il crée une ambiance pour le journal de 20 heures, bien sûr, il crée de la matière pour le journal de 20 heures, alors que ça ne va pas. Et quand on dit que ça ne va pas, les Algériens lambda le disent. Alors, quand il n'y a personne qui vient en Algérie, et quand Tebboune ne reçoit plus personne, quand il n'y a rien, vous dites que l'Algérie est isolée. Et là, quand il reçoit du monde, il y va, il signe, il revient, il y a un problème. Alors, comment expliquer cela aussi? Bien évidemment, quand on reçoit les gens tous les jours, à cause de cadeaux, qu'est-ce qu'on gagne franchement avec le Liban? Qu'est-ce qu'on gagne avec l'Italie? C'est quoi la balance commerciale avec l'Italie? On leur vend du gaz et du pétrole et maintenant on signe carrément à prix référentiel, c'est-à-dire on leur donne pratiquement ce gaz. Et Mélanie ne se cache pas de dire que l'Italie va devenir un hub pour le gaz et le pétrole. Ils vont être revendeurs de gaz et du pétrole. Donc, ce n'est pas une question d'être isolé ou pas. On n'a plus d'amis, des Américains, bien sûr. Quand tu vois ce qu'a dit, ce qu'on dit par les journaux qui restent en Algérie sous la menace de l'État et le journal de 20 heures, c'est que cet Américain libanais conseiller de Trump, il est venu arranger nos affaires alors que c'est faux. Il est venu pour les États-Unis ont pensé à notre schéma politique en Afrique du Nord. C'est de ça qu'il s'agit, c'est du Sahara occidental. Ils vont régler le problème à leur guise et l'Algérie ne peut que dire oui. Ils préparent le d'ailleurs. Comment recevoir un conseiller de Trump alors que Trump lui-même a reconnu la marocanité du Sahara occidental et puis il va même ouvrir un consulat à Dakhla et à Laayoune. Et il fallait retirer l'ambassadeur des États-Unis au lieu que ce dernier, cet ambassadeur, dise dans une interview que la coopération avec les États-Unis, la limite c'est le ciel. C'est-à-dire, venez, on vous offre tout. Voilà les amis de l'Algérie. Les États-Unis n'ont pas. Et puis, les États-Unis, contrairement à ce que pense Boone, on sait, les Américains sont des empereurs. Trump, il a l'esprit empereur. Il ne s'associe pas avec un pays comme l'Algérie, évidemment pas. Donc, on n'a pas d'amis. On essaye de montrer à la planète, surtout aux Algériens, que nous avons signé des contrats avec l'Italie, avec les États-Unis. Les États-Unis, tu leur achètes 300 000 vaches que Haddad devait importer il y a 6-7 ans en arrière. Tu vas les payer et tu vas leur donner de l'argent. Et point à la ligne, la balance commerciale avec les États-Unis, c'est quoi? Rien, zéro. Maintenant, on va dépenser des milliards comme on a dépensé avec les Russes. À la balance commerciale avec les Russes. Donc, c'est 20 milliards qu'on leur donne par an et ils n'importent rien de l'Algérie.
Voilà, nous sommes un pays entier. Nous allons revenir un peu au sujet, à la mobilisation générale. Écoutons justement ou regardons plutôt cette vidéo. الذي حظي بإجماع الهيئة التشريعية بغرفتيها يندرج من جهة ضمن المجهودات الحثيثة المبذولة من طرف مؤسسات الدولة بما يتوافق مع تطلعات الأمة الجزائرية تحت القيادة الرشيدة للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني من أجل توفير واكتساب عوامل القوة والمناعة والصلابة الاستراتيجية التي تمكن بلادنا من تجسيد غايتها الكبرى وتكسبها المزيد من مقومات النجاعة والنجاح المرتبطين بالدفاع عن المصالح العليا للوطن. ومن جهة أخرى يرسخ عمليا الرابطة المقدسة جيش أمة ويقويها أكثر فأكثر ويرفع من الصلابة المجتمعية ويقوي الجبهة الداخلية ضد مختلف محاولات صناعة عدم الاستقرار بالتضليل والتخريب والمعاملة. Omar Aït Mokhtar. Alors, c'est l'autre Boujma, c'est le ministre de la Justice. Il parle donc, il dit que cette loi va consolider voilà, la cohésion nationale, elle va renforcer aussi le front interne. Omar Aït Mokhtar, on parle trop aussi ces derniers mois du front interne, Omar. Ce ministre, il paraît qu'il a un passé terroriste, d'après ce que j'ai lu. Après, c'est à confirmer. Logiquement, oui. Hein. Mais, pas un ministre, il est en train de lire un papier que la présidence a préparé. C'est préparer l'opinion à une éventuelle guerre. C'est-à-dire, quand on met dans la tête des gens, on est menacé, il y a une guerre et tout ça contre nous, il y a des gens qui veulent nous attaquer. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de critiquer tout le monde, vous n'avez pas le droit de critiquer l'économie parce que tous les efforts doivent être consentis pour justement faire face à l'ennemi extérieur. C'est qui l'ennemi extérieur? Je ne sais pas, à part eux-mêmes qui veulent. D'ailleurs, si jamais il y a une guerre, ils envoient les enfants du peuple, ce n'est pas leurs enfants, ils sont en Europe. Maintenant, on découvre que Rotaillot est en train de leur enlever les cartes de séjour et tout ça. Donc, écoutez ce Parlement. Le Parlement, vous savez, il y a des gens qu'on a placés sans élection. Ils sont obligés de dire non, oui. Donc, ils ne peuvent pas débattre, faire un débat digne de ce nom. Ils sont en train d'applaudir et se taire. Si jamais quelqu'un bouge, vous savez comment ça va se passer. Personne n'a le droit de critiquer. C'est la rage de cette loi, c'est-à-dire on n'a pas le droit de s'occuper des affaires intérieures, de discuter des décisions du président parce qu'il est en train de protéger le pays. Donc, il y a un ennemi étranger imminent qui va attaquer l'Algérie. Préparez-vous, donc ne dites rien sur ce qu'on fait. Voilà, donc c'est tout. Merci, Omar. Restez avec nous. Restez avec nous, Omar Mokhtar. Issa Rahmoul. Les Algériens sur les réseaux sociaux, lambda, des citoyens lambda, évoque un autre volet justement, mais cette fois-ci il est purement politique. C'est dire que cette loi voudrait tout simplement dire que le 5 octobre c'est fini, le 22 février c'est fini, les manifestations c'est fini, la revendication populaire c'est fini. Vous, l'avocat que vous êtes, le défenseur des droits de l'homme, comment vous voyez justement ce côté-là juridique? En tant que praticien, moi, j'ai pas eu le privilège et la chance de vivre l'arène de la défense durant les années 90, parce qu'à l'époque, j'étais encore jeune. Mais mes aînés, quand je discute avec mes aînés du barreau d'Alger, principalement, mais aussi des autres barreaux d'Algérie, me font la confidence que ce genre de procédure, ce genre de texte n'ont pas existé même durant les années 90, c'est-à-dire même durant la guerre civile. Et on se retrouve aujourd'hui devant une situation où c'est la négation du droit.
c'est la codification de ce qui était déjà en vigueur en termes de pratique. C'est-à-dire, en fin de compte, quand on voit des articles comme les articles 52, 53 de la loi 2505 qui consacre clairement la culture de la balance comme langage populaire. La culture de la balance, c'est comme Tebboune l'avait très bien expliqué à un certain moment, le chef de l'État, en accusant Khaled Drarni ou le Qadi Ihsan et d'autres journalistes d'être des Khabarji. Et là, justement, dans cette configuration, tu sais, vous savez, c'est Hussein, le degré suprême de la dictature, comme disait Salim Arzali, c'est le fait qu'un citoyen n'a plus confiance en son voisin, n'a plus confiance en son collègue, n'a plus confiance en son père ou sa mère ou son frère quand ils vivent sous le même toit. Et justement, dans ce texte, quand ils disent, et là on retrouve justement l'aspect de l'extrême droite européenne quand il s'agit de l'externalisation des frontières. C'est une lame à double tranchant, attention, hein. Une lame à double tranchant, pourquoi? Ça frappe les migrants qui traversent l'Algérie pour aller en Europe, et l'Algérie se propose comme gendarme de l'Europe en termes de mobilité et de migration, d'une part. D'une autre part, c'est très très facile aujourd'hui pour le régime d'accuser tout citoyen algérien, qu'il soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, qu'il soit même Tinzawatin, qu'il soit Bouni, qu'il soit Daourouch, qu'il soit Tiqoubain, toutes les régions du pays. Tout citoyen algérien, il peut se voir accusé à l'occasion de la présence d'un touriste tunisien, d'un touriste marocain, d'un touriste russe, de n'importe quel touriste étranger, quoi qu'on n'en a pas beaucoup, hein. Ça, c'est pour vous dire un peu l'ambiance où on est. De se faire accuser de ne pas avoir dénoncé. Et justement, le fait de ne pas dénoncer rend en toi une balance potentielle pour les Chiyat Niran, pour les Khabarji. C'est-à-dire, en fin de compte, voilà comment on détruit des sociétés. Voilà comment on arrive à mettre dans la culture du citoyen l'esprit de l'Qaïd, l'esprit d'Al-Qaïd, l'esprit de هذا وين جاز هذا وين راح هذا وين سمعته. C'est qu'on transfère la flicaille, l'esprit de la flicaille, l'esprit policier au cœur du citoyen et dans son esprit. C'est très dangereux. Ça, d'une part. D'une autre part, la loi qui te dit que les différents ministères, tiens-toi bon à Hussein, à partir de l'article 21, le ministère de la Solidarité, de l'Industrie, de la Santé, de l'Éducation, de l'Intérieur, enfin, tous les ministères, ils sont soumis à l'occasion de cette loi de fournir toutes les informations. Écoute bien, hein, l'article 22 par exemple. 1 et 2. Alinéa 2. La société civile doit être mobilisée pour informer les autorités, le ministère de la Défense ou leurs représentants, le cas échéant, l'Intérieur. Voilà l'État policier. C'est ça l'État policier. Aujourd'hui, le régime algérien, à travers cette loi, il assume pleinement sa nature de régime militaire. Et il y a l'opposé de cet article. L'article 56, par exemple, de cette même loi, menace littéralement les Algériens.
de lourdes peines pouvant aller jusqu'à 6 ans de prison et une amende de 600 000 dinars si, par malheur, un des Algériens, un citoyen algérien, ose partager, critiquer ou toucher aux articles de cette loi. Mais cela, Hussein, le régime algérien, sous la chapelle de la souveraineté nationale. Parce que la souveraineté, c'est... Écoute, c'est Hussein, si le régime va nous indiquer, tel État, ils veulent violer notre territoire, ou telle organisation internationale, ou telle milice internationale. Et là, on a la même pensée, je pense. Je fais j'indexe Wagner, par exemple, qui sont à nos portes. Qui nous indique ça, je ne pense pas qu'un seul Algérien, qu'il soit de l'opposition. Souvenez-vous de 63, où le FFS, avec son armée, était à côté des soldats de l'ALN, de l'ancêtre de l'ANP, entre guillemets, aux frontières avec le Maroc. Il n'y a aucun problème. On est tous jaloux de notre territoire. Personne n'est plus nationaliste plus que l'autre. Il faut qu'ils arrêtent ce discours. Après, qu'ils nous disent, c'est qui notre ennemi? En fin de compte, c'est qui notre ennemi? On se bat avec un épouvantail. On se bat, comme disait Sir Hussein Rabbi Rahmou, on se bat contre des boulourous. Pourquoi transférer un pouvoir civil de tant de ministères, de tous les ministères? Quand on dit des ministères, c'est des institutions, c'est des administrations civiles. On transfère à l'occasion de cette loi toutes les prérogatives civiles au profit de l'état-major de la défense nationale. Et c'est pour cela, aujourd'hui, est-ce que cette loi ne vise pas surtout à mater l'opposition? Et on a eu un indice. L'indice est frappant. L'indice est frappant. Oui. Souvenez-vous à Hussein Omar, il ne va pas me contredire. Au Maroc, où l'État marocain, ou le royaume marocain, il y a Israël. Est-ce qu'ils ont empêché des manifestations de la société civile pour la solidarité avec les Gazaouis, avec le peuple palestinien? Non. Il suffisait que des marches, que des citoyens algériens sortent dans la rue pour manifester leur solidarité très timide, avec le peuple palestinien et les Gazaouis. Tout le monde était embarqué, y compris des avocats. Donc on est dans une situation où aujourd'hui, le régime a peur du peuple. Donc il faut le mater davantage. Merci, Aïssa Rahmoun. Omar Aït Mokhtar. Alors, un autre extrait, ce virage sécuritaire s'inscrit d'une trajectoire plus large, celle d'un régime qui, à défaut de trouver des solutions économiques, politiques, sociales crédibles, mobilise l'arsenal du nationalisme et de la guerre pour conserver sa légitimité. Omar Aït Mokhtar, on appelle le peuple à se mobiliser, mais on prend jamais, on l'associe jamais à la décision. Non, mais avec cette loi, enfin, moi, je n'appelle pas ça des lois, hein, parce qu'une loi sert le peuple. M. Rahman ne va pas me contredire. La société civile doit fonctionner avec des règles, donc des lois qui s'appliquent. La République se protège et la mission de la République, c'est protéger les personnes et les biens. Il faut des lois. Puis cette loi sert à cadenasser le peuple plus qu'il en est et mettre chaque Algérien un potentiel accusé. Parce qu'on peut t'accuser comme a dit M. Rahmoud, donc tu n'as pas dénoncé une chose considérant que tu es au courant. Donc tout le monde est accusé aujourd'hui. Tout le monde est suspect. Voilà à quoi sert cette loi et puis la confusion. Mais Tebboune et son régime et ses copains ont peur du peuple
ont peur qu'ils soient destitués, donc ils font tout pour protéger soi-même, pas protéger la République ou l'État. D'ailleurs, malgré cette répression qui s'abat, cette chape de plomb, on voit bien les trois partis, donc le parti de Louis Ahnoun, Sofiane Djelavi et Atman Mazouz, le RCD, qui se réunissent malgré tout. Moi, je leur tire chapeau d'abord, et puis ils font un communiqué commun, ça j'encourage les gens à applaudir et puis à les soutenir, c'est-à-dire on a besoin d'une deuxième république. La Constitution n'émane pas du peuple, elle ne sert pas le peuple, donc il faut qu'elle soit abrogée, annulée. Il est temps de construire une Algérie algérienne sur de bonnes bases. À défaut, Tebboune qui a peur du peuple, qui a peur d'être destitué, donc il y a une guerre clanée contre eux, il peut vendre ce pays. Il est en train de le faire. D'ailleurs, que font les entreprises turques en Algérie? Et maintenant, ils cherchent des appuis comme l'Italie. L'Italie, elle prend tout. Bien sûr qu'elle va protéger tant que Tebboune est là. Le gaz coulera à flot en Italie. Et les Américains, par peur de Trump, ils sont en train de dire oui aux États-Unis. Ils vont leur dire le Sahara occidental, c'est fini. Ces Marocains, ils vont dire oui. Ils ne peuvent pas à condition de les laisser tranquilles, eux et leur famille. Voilà, ils sont en train de se protéger, eux, pas l'Algérie. Donc, je pense que l'Algérie, soit elle choisit la voie comment dirais-je, de mettre sur pied un État, un véritable État, construire un État, sinon, ils sont en train de préparer ce pays à un autre colonisateur. Donc, céder carrément la souveraineté. Ils s'en foutent de la souveraineté. Ce qui compte pour eux, c'est de rester au pouvoir. Voilà. Et on a l'habitude avec cette dernière année qu'on s'en met du pouvoir. Et maintenant, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde sait que les renseignements viennent de cette guerre clanique. On ne va pas s'en sortir. Moi, j'appelle les Algériens patriotes, il en reste. D'ailleurs, il est temps de protéger l'armée. M. Rahmoun va s'étonner. Là, il n'y a que l'armée qui peut aider le peuple. Il y a encore des patriotes dans cette armée pour mettre fin à ce tebounisme. Il faut le destituer. On ne peut pas le destituer avec des élections, on ne pourra pas les faire. Donc il y a que l'armée, ceux qui restent patriotes dans cette armée qui pourront aider les patriotes à mettre fin, à destituer Tebboune et Boualem, parce que le pays est en danger. Effectivement, donc tout le monde est d'accord sur cette question, l'Algérie est en danger. Et c'est Tebboune et Boualem et son clan qui sont le danger de l'Algérie. Merci, Omar Aït Mokhtar. Issa Rahmoun, un dernier mot, 30 secondes, s'il vous plaît. On arrive à la fin de l'émission. Partisans des coups d'État, qu'ils soient coups d'État militaires, coups d'État institutionnels ou coups d'État scientifiques. Un coup d'État est un coup d'État. Par contre, moi, je pense, et j'espère ne pas me tromper, que l'épisode Tebboune participe dans un processus historique de révolution. Pourquoi? Parce que c'est comme la Tunisie. Écoutez, Kais Saïd aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé en Tunisie, avec le coup d'État du 25 juillet 2021 qu'a exercé Kais Saïd en Tunisie, c'est ce que je dis aux amis tunisiens. Cet épisode participe dans ce processus justement de la révolution de la société civile tunisienne et du peuple tunisien. C'est à peu près la même chose. 2019 est venu, il est là. Son esprit, il est toujours vivace. Son credo, il est toujours là. Et Tebboune n'est qu'un maillon. Tebboune et son système, y compris le système militaire, ne sont qu'un maillon de ce processus révolutionnaire. Comme disait Ahmed, Merci يعطيك الصحة عيسى رحمون. merci Omar Aït Mokhtar Saïd. Merci à vous toute زيادة قيمة ديال هنا. À demain.